Quand il m'a mis le revolver sur la tempe, là, j'ai eu très très peur. Et je me suis pissée dessus. Donc il a tout retourné, il a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Et il finit par te demander où est le pognon. En me menaçant de mort, en me disant que je vais mourir, en me disant qu'il allait me prendre un coup de couteau, me tirer une balle dans la tête, qu'il fallait que je parle, qu'il fallait que je dise les choses. Il m'a mis encore des coups de poing, il me mettait des coups de poing dans la tête. Et c'est la première fois que j'ai changé avec lui. Je l'envoie dans la voiture pour lui dire qu'il y a 100 000 € camouflés dans la voiture. Tu arrives à inventer là un truc à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il va pas les trouver vu qu'ils y sont pas, on est Pour d'accord. m'échapper, je voulais le faire sortir de l'appartement. J'ai failli crever à l'instant. J'ai failli crever, j'ai failli perdre la vie. Bonjour Soraya, Bonjour Jean-Charles. bienvenue dans mon incroyable histoire. Je suis ravi de t'accueillir. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une histoire difficile de ta vie qui a eu lieu il y a pas très longtemps. Avec ton million de followers sur Insta, tu n'avais vraiment pas besoin d'un aussi sordide coup de pub. Cet été, la France entière t'a découverte sur une vidéo, choquée et tuméfiée. Tu venais de subir un homejacking ultra violent. Ton seul tort est d'avoir ouvert la porte de l'immeuble à un inconnu et en quelques secondes, ton appartement devient une scène de violence extrême. Ils te volent, t'insultent, t'étranglent, ils te tabassent et finissent par s'en prendre à ton intimité alors que tu es inconsciente. Ce jour-là, tu ne te tais pas après les faits. Tu postes une vidéo depuis l'ambulance et la France découvre horrifiée ton visage fracassé. Alors, ce qu'il faut expliquer à ceux qui ne te connaissent pas, c'est que toi, tu es à la fois infirmière dans ta vie, dans ta vraie vie, on va dire. Tu as un diplôme et tu travailles à l'hôpital. Oui, à l'hôpital, en libéral, un peu partout. Un peu partout. Et en même temps, tu es une influenceuse. Tu as quasiment 1 million d'abonnés sur Instagram. Ce soir-là, donc le 4 juillet... J'avais posté une vidéo où je dansais, je faisais un peu des tours de la danse classique sur mes réseaux ce jour-là. Et en fait, c'est là où tout a basculé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon agresseur a sonné à ma porte. J'ai regardé au judas de la porte, personne. Et puis comme j'habite au rez-de-chaussée, donc je regarde à droite à gauche et j'en vois un, parce que c'est le seul que j'ai vu. J'en vois un ici, très beau, sympathique, c'est l'été quoi, madame ouvrez-moi la porte, ok. Donc j'ai ouvert à mon assaillant, Sans le savoir. sans le savoir. Tu ouvres la porte parce que tu penses qu'il va dans un autre appartement. Exactement, donc je lui ai tourné le dos pour retourner chez moi, vu que j'habite au rez-de-chaussée, j'avais laissé la porte entrouverte, voilà, c'est Marseille quoi, je veux dire, on se prend pas trop la tête. On rentre de la plage, on pense pas qu'on va se faire agresser et frôler la mort dans 5 minutes quoi. Bien sûr. À quoi il ressemble cet homme? J'ai aucun souvenir de son visage. Tu te rappelles juste qu'il est assez beau? Je me rappelais que c'était un beau garçon. Un beau garçon. Donc ça m'a pas oui. alerté sur le T'as coup. donné confiance, quoi. Ouais, exactement. Tu t'es pas dit que c'était un voyou. Voilà. Et donc du coup, je l'ai ouvert, donc je lui ai tourné le dos. Donc je pensais qu'il allait se diriger vers l'ascenseur, mais moi, au moment où je mets un pas chez moi et que je me retourne pour fermer la porte, c'est à ce moment-là que je reçois le premier énorme coup de poing qui m'a tout de suite assommé. Donc il m'a poussé dans l'appartement, il s'est mis derrière moi, il m'a enroulé, il m'a mis la main sur la bouche, je pissais le sang. Et puis il m'a maîtrisé, et puis l'autre homme il est rentré dans l'appartement, ils m'ont maîtrisé à deux, ils m'ont attaché, et il y en a un qui m'a enroué de coups, jusqu'à ce que je sois sonnée. À coups de pied, à coups de poing? C'est que des coups de poing. Que des coups de poing? Ouais. Il me disait ferme ta gueule, laisse-toi faire, mais en fait, moi à ce moment-là je comprenais pas trop, parce qu'il m'a pas demandé d'argent, il m'a rien demandé, juste il me frappait, il me disait de fermer ma gueule. Donc sur le coup, je me suis dit, je vais me faire ou je vais mourir. Mais en fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai eu peur vraiment, c'est parce que quand il m'a ligoté trop fort au niveau des membres inférieurs. Donc on avait les poignets. Avec quoi il t'a ligoté? Avec du scotch orange, du ruban adhésif orange qu'il avait amené. Qu'il avait emmené. En fait, si vous voulez, il avait une petite sacoche dans laquelle il avait 2 cutters, un couteau pliant, du scotch orange, un revolver, des gants et un cache-cou qu'il a utilisé pour le mettre après, probablement pour éviter de laisser ses traces ADN, mais pendant toute la séquestration, il avait un cache-cou. Pourquoi, selon moi, c'était un professionnel? C'est parce qu'il a touché les zones très sensibles, le nez, la tête,
pour que je sois absolument complètement sonnée. Donc j'avais une fracture de la pommette, une fracture de la mâchoire, la fracture du nez qu'on peut encore voir aujourd'hui, les nombreux coups dans la tête qui m'ont complètement sonnée. On peut voir ici à ce niveau-là. Exactement. Au-dessus, ici. Là, on le voit ça, toujours. Ça, c'est la fracture qui a été ouverte. Voilà. Donc moi, j'essayais de me débattre, bien évidemment. Donc je bougeais dans tous les sens, donc il me disait de fermer ma gueule. Donc plus je bougeais, plus je me prenais des coups. Et en fait, jusqu'au moment où j'ai eu très peur, parce qu'il a sorti l'artillerie, les couteaux. Donc c'est du matériel de pro, il a des gestes de pro, et en plus c'est prémédité tout ça, je veux dire, il se balade pas dans Marseille avec sa sacoche, du scotch orange. C'était pas du matériel de pro, c'est du matériel de bricolage. Mais bon, du matériel qui est quand même destiné à ce genre de homejacking. Tout à fait. C'est ça qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il y a un moment où tu comprends que c'est ça qu'il vient de faire, ou t'es dans le doute pendant pas mal de temps? Je suis pas dans le doute parce que dès que j'ai été bâillonnée, violentée, parce que ça a duré au moins 10 à 15 minutes, le temps de m'attacher, de bien me frapper pour que je sois bien sonnée. Parce que l'état dans lequel j'étais, voilà, j'ai essayé de me débattre, j'ai essayé de regarder, donc je tournais un peu la tête, donc j'étais ligotée vers le sol, donc j'avais le ventre au sol, la poitrine vers le sol, et je pouvais pas tourner la tête, parce que quand je tournais la tête, je me prenais des coups de poing. Donc ça m'a bien fracturé la mâchoire et toute cette partie-là, qu'on peut voir dans les photos que j'ai postées. À ce moment-là, c'est quoi qui domine, la peur ou la douleur? La peur, la douleur, on la sent pas. La douleur, tu la sens pas? Non. Et la peur de mourir, quoi. C'était la peur de savoir ce qui allait se passer, surtout. Donc, quand il a sorti les couteaux, que j'ai entendu les couteaux, que j'ai entendu les cutters, je pensais que j'allais être découpée. Je pensais qu'il allait me et me découper avec son ami. Surtout que son ami lui disait vas-y, frère, on le fait maintenant, on va la baiser maintenant. On va la baiser de suite. Et lui disait non, on finit la mission et on verra ça plus tard. Il dit ça alors que tu es ligotée par terre. Je suis ligotée par terre, ils ont sorti les couteaux, il a étalé 1 tonne de serviettes par terre. Moi, je pensais qu'il allait me découper ou prendre mes organes. Quand on sort des couteaux, t'es ligoté vers le sol, on te tabasse, on met des serviettes par terre. C'était horrible. Et ils font ça avec beaucoup de calme, tu as l'air de Très dire. Calme. Il n'y a pas de panique chez eux, comme s'ils l'avaient déjà fait? Ah non, mais c'était des professionnels. Pas de panique, pas de colère, très silencieux. Et tu crois qu'ils savent qui t'es à ce moment-là? Ils semblent te connaître, t'avoir repéré? Au début, non, ils m'ont pas dit qui j'étais. C'est après. Au fur et à mesure du temps, parce que ça a quand même duré 1h33, donc là, on n'est qu'au début de l'agression. Ouais. Donc les 10 premières minutes, c'est que je me retrouve avec 2 hommes inconnus qui me bâillonnent, qui me ligotent, qui me tabassent. Donc je dis bien qu'il n'y a qu'un homme qui m'a frappé et l'autre l'a aidé à me maîtriser avant de ressortir de l'appartement. Donc il est resté à peu près 10 à 15 minutes. J'ai pas vraiment la notion du temps, mais il n'est pas resté longtemps. Donc il aide à sortir son matériel, etc. Et puis après il sort. Et moi je me retrouve genre 1h20 avec le même bourreau. Le taré en fait. C'était un mec complètement taré. Tu sais ce qu'il part faire l'autre gars? Certainement le gay. Ok. Certainement le gay. Je ne l'ai plus revu après. Donc je pense que j'ai été suivie, je pense que j'ai été ciblée, je pense que ces personnes ont repéré mes habitudes de vie, qui savaient où j'habitais, à quel moment à peu près je rentrais chez moi, à quel moment j'étais susceptible de sortir. Est-ce que toi, sur tes vidéos que tu postes, tu donnes des indications sur l'endroit où tu vis? Non, pas vraiment, mais c'est pas compliqué de savoir où j'habite. Mais je pense pas que ce soit mes vidéos, je pense que j'ai vraiment été suivie. Tu penses qu'ils t'ont repéré avant, suivi, jusqu'au moment où ils se disent que tu es vraiment seule et qu'ils peuvent y aller, quoi. C'est ça. Et puis au fur et à mesure de l'agression, il me frappe encore et encore et encore. Donc j'essaye de trouver un moyen de communiquer avec lui, sauf que c'est pas possible, je suis bâillonnée, je peux pas parler, donc je murmure des sons de voix pour lui dire qu'en fait c'est trop serré et que le sang il passe plus. J'avais des fourmis ici, les fourmis là. D'abord il a fouillé le salon, et puis après dans chaque pièce il me traînait par les pieds. C'est pour ça qu'il y avait énormément de sang chez moi par terre, parce qu'en fait mon nez, l'ensemble de mon nez, il suintait du sang. Et en fait comme il me tirait par les pieds ligotés, et ça a arrosé toute la maison de sang. Voilà. Et pourquoi il te traîne d'une pièce à l'autre? Pour m'avoir à l'œil, pour voir si je reste dans le salon et que j'arrive à me déligoter et à m'enfuir. Pour lui, c'est un coup raté. Donc il avait toujours un œil sur moi. Ça prouve bien le professionnalisme de la personne. Donc dès qu'il fouille une pièce, il t'emmène avec lui? Ouais. Et ça laisse des traces de sang partout dans la maison. C'est un film d'horreur. Ah, c'est un film d'horreur.
Les images sont très, très, très difficiles à voir. Là, donc, tu vois qu'en fait, il cherche de l'argent, des bijoux, etc., j'imagine. Ben, il cherchait quelque chose sans même me dire ce qu'il cherchait. Donc je savais très bien qu'il cherchait des trucs de valeur, de l'argent, voilà. Sauf qu'il m'a rien demandé. Comment il fouille? Enfin, tu le vois fouiller. Ah mais il fouille de fond en comble, il démonte le frigo, il démonte les placards. Le frigo? Ouais, il démonte les trous d'aération, il démonte le robinet. Il a démonté, même pour vous dire, ça va très très loin parce qu'il a démonté le toilette pour enlever ce qu'il y avait dedans, pour voir s'il n'y avait pas de l'argent. Il a cassé toute la chaudière. Qu'est-ce qu'il cherche? Il doit chercher un truc en particulier, Il cherchait de l'argent. Tu as aussi des bijoux de valeur. Oui, j'en ai aussi des bijoux de valeur. C'est ça qu'il cherche. Il en trouve au fur et à mesure? Il a pris ma montre Rolex et mon bracelet Hermès que j'avais enlevé ce jour-là avant d'aller à la mer et que j'avais laissé sur la table. C'est tout ce qu'il va trouver. L'origine de leur intervention chez toi, c'est qu'ils voient sur les vidéos que tu as l'air d'avoir une vie extrêmement luxueuse. Alors, est-ce que, en quelques mots, hein, ça c'est du cinéma ou est-ce que tu es très bien rémunérée comme influenceuse? Je gagne bien ma vie et j'ai un confort de vie qui me permet de voyager, de m'acheter des sacs de luxe, d'être bien et vivre confortablement. Ouais. Et effectivement, le fait de montrer cette vie-là sur Internet m'a causé de nombreux torts, notamment le fait d'avoir frôlé la mort ce jour-là. À un moment donné, je n'arrivais plus à respirer. Donc j'étais asphyxiée, hypoxiée, j'avais très très peur, donc j'avais le cœur qui s'emballait. J'étais en instabilité hémodynamique, je désaturais, donc je n'arrivais plus à respirer. Je manquais clairement d'oxygène et le flux veineux ne passait plus dans les organes vitaux, donc j'étais plus alimentée correctement. Tu aurais pu en mourir de ça, de ce manque d'oxygène, de ces garrots? J'ai failli faire un arrêt cardio-respiratoire. D'ailleurs, c'est ce que je pense. Je pense que j'étais à la limite de l'arrêt cardio-respiratoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je suis devenue bleue aux extrémités du corps. Et en fait, mon agresseur, il a vu que je suis devenue bleue. Ça veut dire que j'ai convulsé à un moment donné. C'est-à-dire que mon corps parlait pour moi. Je ne pouvais plus me gérer. J'avais plus de contrôle. À un moment donné, j'ai essayé de tenir pendant 45 minutes, voire 1 heure. J'arrivais plus. Parce que le sang, au final, l'obstruction partielle, elle est devenue totale. Donc ça passait plus. Qu'est-ce qu'il a fait lui quand il a vu que tu devenais bleu aux extrémités? Moi j'ai perdu connaissance, il est revenu vers moi et j'ai perdu connaissance. Juste avant de tomber dans les pommes, hein, tu dis que tu te dissocies comme si tu sortais de ton corps. Je suis rentrée dans une phase de sidération, une dissociation psychologique et cérébrale, parce qu'en fait j'ai eu un claquement cérébral qui a fait que j'ai perdu connaissance et je me suis laissée emporter. Pourquoi? Parce que devant la mort, je rentrais dans la phase d'acceptation de ma mort. Je savais que j'étais en train de mourir par arrêt cardio-respiratoire. Et qu'est-ce qui a amplifié cette peur? C'est mes connaissances. Parce que je suis professionnelle de santé et que je savais très bien ce qui se passait dans mon corps actuellement. On sent que tu es une professionnelle de santé, enfin les termes que tu emploies. Je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans certains centres hospitaliers, notamment en psychiatrie, donc j'ai beaucoup étudié le cerveau, le trauma, etc. Là, c'était moi. Et c'était moi qui étais en train de le vivre. La dissociation, même si c'est un phénomène qui doit être très troublant, ça te permet de dépasser ce moment. C'est un mécanisme de survie du cerveau face à un choc extrême. C'est ça. Et quand une situation est trop violente, comme celle que tu vis, pour être supportée, le cerveau déconnecte partiellement ou totalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus où on est, qui on est, etc. pour se protéger, en fait. Et puis tu te réveilles. En fait, je me suis réveillée avec un calibre sur la tête. Et le visage, donc les yeux de mon agresseur devant moi. Donc ça a été un réveil quand même très, 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 très violent. Parce que c'est lui qui m'a réveillée, il me mettait des coups sur le visage. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'ai senti des brûlures donc, au niveau des avant-bras, ici. Donc j'avais des coups de cutter ici, mais je ne savais pas encore, je ne comprenais pas. J'avais la mémoire fragmentée, je ne comprenais pas, j'avais très peur. Je me suis dit, je me suis retrouvée, j'étais pas là, je reviens, il est encore là. Enfin, je ne comprenais pas en fait, je ne savais pas si j'étais morte ou pas ce jour-là, ce moment-là. J'avais des entailles ici, pourquoi? Parce qu'il m'avait déligoté avec les cutters qu'il avait et il m'a religotée. Donc j'étais religotée mais moins serrée. D'accord. Pendant que tu étais inconsciente. Probablement pendant que j'étais inconsciente. Il t'a détaché un peu tes liens et ça a permis de laisser le sang passer. De laisser le sang passer. Donc tu te réveilles, tu as ce flingue sur la tempe. Son visage devant moi. Son visage devant toi. Je suis en position latérale de sécurité parce qu'il m'avait mis en position latérale de sécurité.
Ah d'accord, parce que il se dit que tu es peut-être Ah oui, il m'avait mis en PLS. en PLS parce qu'il a peur de te tuer, quoi, après tout ce qu'il a fait. Il n'avait pas envie de me tuer. Non, il n'avait pas envie de te tuer, mais s'il te met en position latérale de sécurité, c'est qu'il veut pas que tu, Il veut pas que il veut pas que tu meurs. je meure. Mais Pourquoi il te met un flingue sur la tempe à ce moment-là? pour me demander l'argent. Là, il m'a demandé l'argent. C'était au bout d'1 heure de séquestration, D'accord. 1h15. Donc il a tout retourné, il a rien trouvé. Il n'a rien trouvé. Et il finit par te demander où est le pognon. En me menaçant de mort, en me disant que je vais mourir, en me disant qu'il allait me prendre un coup de couteau, me tirer une balle dans la tête, qu'il fallait que je parle, qu'il fallait que je dise les choses. Il m'a mis encore des coups de poing, il me mettait des coups de poing dans la tête. Et c'est la première fois que j'échangeais avec lui, vraiment. Je parlais, mais sans parler. Enfin, c'était des mots fragmentés. J'arrivais même pas à en placer une. Je lui explique que j'ai une voiture, qu'il fallait qu'il aille dans la voiture. Pourquoi il y a de l'argent dans la voiture? Non, mais je lui dis que j'avais oublié mon portefeuille dans la voiture et que c'est là-bas qu'il allait trouver de l'argent. Ça, c'est vrai? C'est vrai, j'avais oublié mon portefeuille dans la voiture ce jour-là. D'accord. Il me croit pas. Pas du tout. Mais ça l'arrange pas, lui, de ressortir. Ça l'arrangeait pas de sortir, de revenir et tout ça. Donc, il me croyait pas du tout. Donc, avant de le convaincre, en fait, c'est qu'il avait vraiment plus le choix. Et par contre, il est devenu très, 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 très violent parce qu'il avait rien trouvé et que ça l'embêtait parce qu'au vu de tout ce qu'il avait fait pour rien trouver, c'était prendre de nombreux risques pour rien gagner, quoi. Ouais. Donc, il est furieux. Il était furieux, ouais. Par contre, quand il m'a mis le revolver sur la tempe, là, j'ai eu très, très peur. Et je me suis pissée dessus. Tu te réveilles et tu vois ça et c'est la peur. Mais en fait, j'arrivais pas à comprendre si c'était vrai, si c'était pas vrai, Ouais. si j'étais dans un rêve, si j'étais dans un cauchemar. J'avais plus ma tête. Hein. Je parlais, mais j'avais pas ma tête. Et puis je l'ai envoyé à ma voiture parce que c'était un mécanisme de survie, parce que j'avais pas le choix. Mais je savais même pas si c'était vrai. Lui, il a aucune pitié. Non. Rien. Rien. Il n'y a rien qui trahit une espèce de, on va pas dire bienveillance, hein, Aucune bienveillance. De la pitié, quoi. Quelque chose qui fait que Non, il est aucune. peut-être allé trop loin et rien. Rien. Pas de panique, profil normal, pas stressé, pas pressé, extrêmement violent, mais sans colère, vraiment. Il m'a demandé une somme à 6 chiffres quand même, quand il m'a réveillée. C'était une somme entre 50 et 100 000 euros. Quelque chose comme ça, en tout cas, c'était une énorme somme. Et puis, je suis rentrée dans son jeu. Je lui ai dit que tu trouveras cet argent-là dans la voiture en démontant les caches de la voiture. Alors qu'il n'y avait absolument rien, il y avait juste un portefeuille oublié avec 1 500 euros dedans. Tu l'envoies là, pourquoi alors? Je l'envoie dans la voiture pour lui dire qu'il y a 100 000 euros camouflés dans la voiture. Tu arrives à inventer là un truc à ce moment-là alors pourquoi? Parce qu'il va pas les trouver vu qu'ils y sont pas, on est Pour d'accord. m'échapper. Je voulais le faire sortir de l'appartement. C'est tout ce que je souhaitais, c'est le faire sortir de l'appartement pour trouver un moyen de m'échapper. Mais j'ai pris de nombreux risques parce que j'avais aucun moyen de me détacher. J'ai pris énormément de risques parce que je l'ai incité à aller dehors et je me suis dit comment je vais faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti de l'appartement, pas vraiment, il était devant la porte, donc il hésitait, il regardait, il sortait, il regardait. Moi, j'étais toujours au sol. Hein. Il réfléchit et ensuite il rentre dans l'appartement. Il ferme la porte de l'appartement, donc il se retrouve avec moi avant de sortir. Il prend de la javel et il en met partout. Il en met sur mon corps, il en met sur moi, il en met sur ma partie intime, il en met dans l'ensemble de l'appartement. En fait, tout ça pour cacher ces traces ADN. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai senti les brûlures et que j'ai eu très très mal parce qu'en fait, j'étais toute ouverte. Il te met de l'eau de javel, là on passe encore un cap dans quand même la violence, enfin c'est horrible. Ça fonctionne ça, l'eau de javel pour maquiller les traces Bien sûr que ça fonctionne. Ouais. Ah oui, il a pris le temps de réfléchir. C'est quand même ouf de prendre le temps de se dire mais comment être persuadé que j'ai pas un ami qui va arriver chez moi, que j'ai pas un chéri qui va arriver chez moi, que j'ai pas de la famille qui arrive chez moi. Mais comme tu l'as dit précédemment, si t'a suivi pendant quelques temps, il connaît tes habitudes, il sait que t'as pas de chéri. On est donc à ce moment où il te verse de la javel partout, de la lessive. Toi, ça te brûle partout. Ça me brûle surtout les entailles de cutter. Et l'odeur, elle est toxique, donc quand on respire de la javel, on suffoque, on tousse, logiquement. Et moi, je pouvais ni suffoquer, ni respirer. Parce que tu es encore Parce bâillonné. que je suis encore bâillonnée.
Donc ça a failli, franchement, la javel, elle a vraiment failli me tuer. Déjà, j'avais plus de force. J'étais à bout de force, je pouvais plus. Je sentais même plus mon corps, je sentais plus ma tête. Je savais même pas si j'étais dans le réel ou dans l'irréel. Je savais pas si j'étais dans ce monde ou dans l'au-delà. Je comprenais plus rien. J'étais complètement à côté de la plaque. Il va partir après la javel, cet homme. C'est ça. Il sort de chez toi. Mhm. Ce qu'on va savoir après, c'est qu'il est parti avec ta voiture. Exactement. Parce qu'il a les clés de ta voiture. Et de mon appartement. Il a cherché l'argent peut-être, il a pris la voiture et puis il a dû aller chercher, désosser la voiture ou pas. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Prendre le portefeuille dans lequel il y avait 1500 C'est ce qu'il a euros. fait. Toi, quelque part, la javel. Alors, Elle m'a sauvé la javel. elle t'a sauvé la javel. Elle a failli me tuer parce que je l'ai respirée, mais elle m'a sauvée. Ça, c'est une certitude. Sans la javel, j'aurais jamais pu me détacher. Parce que le liquide fragilise les liens, c'est ça? Elle a eu un effet anti-adhésif. Et en fait, c'est ce qui m'a permis de retirer les liens des mains et des pieds. Mais j'ai pas retiré le bâillon que j'avais. C'est ça, le bâillon que j'avais. Que j'avais au niveau du cou parce que j'avais pas le temps. Enfin, j'ai fait ça vite et puis j'ai fait ça. C'était très très long parce que j'étais bien serrée. Il avait enroulé, encore enroulé, encore enroulé, encore enroulé. Donc c'était très très long. Ça m'a pris 1 à 3 minutes de retirer ça. Mais c'était 1 à 3 minutes, c'est long. Hein, quand on essaye de retirer les liens avec la panique et tout ça. La panique, le sang, la douleur. Je sentais pas la douleur. Bon, tu sens toujours pas la douleur, Non. mais enfin bon, t'as reçu plein de coups, tu dois être complètement sonné. T'es dans un état, à mon avis, J'étais très fatiguée. T'es pas vraiment là, mais tu parviens donc à te libérer, à monter un étage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mes liens. Je me suis relevée, mais j'étais en déséquilibre parce que j'avais des vertiges et je tenais pas debout. Donc j'ai glissé au sol. C'est pour ça que j'avais plein d'hématomes aussi au niveau des genoux, parce qu'on peut le voir sur les photos, des énormes hématomes. Donc j'ai glissé au sol, mais je me suis défoncé les genoux clairement. Je suis montée au premier étage, j'ai glissé dans les escaliers parce que je n'avais plus de force, je tenais plus sur mes jambes. Mais je me suis relevée et je suis allée, et c'était très long parce que tomber, se relever, avoir des vertiges, être sonnée, être fatiguée, la peur, l'angoisse, et franchement c'était horrible. J'ai failli crever à l'instant, j'ai failli crever, j'ai failli perdre la vie. J'ai failli perdre la vie moi sur Roya Rifi à Marseille. Regardez ma tête actuellement, regardez comme c'est très J'ai sonné à toutes les portes et j'ai Marc, mon voisin, qui m'a porté les premiers secours. Mais il comprenait pas ce qui s'est passé, il était complètement sous le choc. Donc il ouvre la porte et il te découvre... Il m'a même pas reconnu. Il t'a pas reconnu. Mes voisins ne m'ont pas reconnu. Il a eu peur. Ah, ils ont eu très très peur. Et c'est quoi sa réaction? Mais il était choqué, il m'a dit Soraya, c'est toi ou pas? C'est toi, Soraya, c'est toi? Mais en fait, j'arrivais plus à parler. J'arrivais même pas à en placer une, j'étais sous le choc. Donc il appelle les secours, apparemment il est 22h13 très précisément. Il est 22h13 quand il appelle la police. Ton voisin appelle les secours à 22h13, les secours arrivent. On est descendu dès qu'on a entendu les sirènes, la police et les pompiers. Et donc du coup, on est descendu dans l'appartement et Marc a découvert la scène de crime. Donc il a découvert le sang partout dans l'appartement, un appartement complètement cassé, en bordel, quoi, un appartement qui a été cambriolé. Et donc il glisse au sol lui aussi avec la javel. Ah oui. Il comprend pas. Hein. Parce qu'il est rentré dans l'appartement, il a glissé, il y avait mon sang partout, il s'est retrouvé avec mon sang. Donc c'est Marc d'ailleurs qui m'a enlevé tout le scotch orange que j'avais autour. Donc c'est lui qui l'a enlevé, donc il a témoigné à la police que c'est lui qui l'avait enlevé, qu'il y a probablement les empreintes de Marc sur ce scotch orange qu'ils ont récupéré chez Marc. Ce que tu viens de vivre à ce moment-là, c'est un homejacking. 550 homejacking ont été répertoriés en France en 2025. C'est une forme violente de cambriolage puisque les agresseurs cherchent de l'argent, des bijoux, etc. Mais cherchent aussi la présence des occupants pour les séquestrer, plus ou moins les torturer pour avoir beaucoup plus. Des comptes bancaires, et pouvoir faire des virements, des transferts, etc. Et avoir tout ce qui est précieux, des clés de coffre-fort, etc., etc. Donc tu te retrouves ce jour-là, quelques minutes après, j'imagine, dans l'ambulance qui t'amène à l'hôpital, parce que tu es dans un état quand même très préoccupant. Oui. La première vidéo que tu fais, tu es où? En fait, j'ai fait de nombreuses vidéos pour garder des preuves parce que je me suis dit, si un jour je vais devoir parler de cette histoire, on ne va jamais me croire. Tout ça pour voler une voiture à 50 000 €. C'est
cette vidéo où on voit tuméfié, t'as le visage boursouflé, Ah oui, j'avais les pommettes cassées, une partie de la mâchoire fracturée, le nez fracturé, un œdème, mon visage a triplé de volume, j'avais la lèvre ouverte, j'avais du sang partout, j'avais des propos hyper glaçants, donc ça a choqué vraiment. Tu dis que t'as failli mourir pour une voiture, pour un bracelet, pour une montre. En fait, j'ai dit ça parce qu'en fait, c'est ce qu'il a pris. Mais en fait, lui, il est venu pour de l'argent. Ouais. Donc, il m'a demandé beaucoup d'argent. Mais en fait, il a pris ce qu'il avait à prendre. Sinon, il serait reparti sans rien. Donc, pour lui, c'était vraiment un coup raté. Cette vidéo a beaucoup circulé et la presse, les médias se sont emparés de cette affaire. Dans l'ambulance Soraya Rifi a été victime d'un violent braquage. Et dès le lendemain, la France entière te découvrait, pour ceux qui ne te connaissaient pas, et découvrait la violence avec laquelle on pouvait traiter une femme comme toi. Ces vidéos, elles étaient destinées à ça, à alerter le grand public. Non. Non. Juste à garder des preuves. Je ne Voilà. pensais pas que ça allait avoir une médiatisation énorme. Ouais, tu pensais pas. Pas du tout. Et puis, j'ai même pas contrôlé. Tu l'as su, toi, que tout le monde en parlait? Que tout le monde avait repris ça? En fait, à l'hôpital, j'avais plus mon téléphone. Donc, c'est un membre de ma famille qui a récupéré mon téléphone pour donner des nouvelles de ce qui se passait. C'est également à l'hôpital où j'ai découvert que j'ai été abusée. Et donc, du coup, j'ai mon cousin qui s'occupait de toute la gestion et de l'information et de la communication sur les réseaux. Parce que j'avais plus ma tête. J'arrivais plus. J'ai lâché prise, il fallait que je dorme, j'arrivais pas à dormir. Je pensais que j'étais morte, je faisais que demander au médecin si j'étais morte, je savais pas trop, complètement désorientée. Bon, quand tu arrives à l'hôpital, effectivement, les soignants sont choqués par la gravité de ton état. Les infirmières qui m'ont pris en charge, c'était des infirmières qui me connaissaient, donc elles étaient sous le choc. Commotion cérébrale, nez cassé, des hématomes partout, des coups de cutter dont tu parlais. Et effectivement, ils s'aperçoivent que tu as été abusé. Ils te disent tout en même temps ou tu le découvres? Non, en fait, au départ, on a vraiment ciblé ce qui était visible, le traumatisme. Et au final, le lendemain, quand j'ai vu que j'étais irritée, j'avais des traces partout, ça me grattait, même moi, j'étais sous le choc parce que je me suis dit non, pas ça. Tout, mais pas ça. Et en fait, effectivement... Les médecins ont confirmé... Au départ, je suis partie à l'UMJ avant que ce soit confirmé. L'unité médico-judiciaire qui doit confirmer. Donc, on m'a donné un rendez-vous. Le lendemain, je me suis rendue aux urgences gynécologiques. On a fait des tests. Ils m'ont donné la trithérapie. Donc, j'ai pris le médicament d'exposition au risque. Au risque du sida. Hein. Du sida ou d'autres MST. Ouais. Et au final, j'ai senti au fond de moi. J'ai senti. Ça veut dire quoi, j'ai senti? On ressent, quand on est abusé, on le ressent, on le sait. On le sait que... On le sait, les irritations, comment je me grattais, comment ça me gênait, comment je me suis sentie après. C'est pire que les coups, pire que la douleur, pire que tout ce que tu as vécu pendant cette scène. C'est pire parce qu'il m'a pendant que j'étais inconsciente. Donc ça montre... le profil psychologique du bourreau avec qui j'étais. C'était un monstre. C'était un vrai taré. J'étais inconsciente. Il me met des coups de cutter pour me religoter. Il me réveille avec un calibre sur la tête. Il me vient pendant que je suis inconsciente. C'est-à-dire que j'étais en train de mourir. En train de mourir et en train de me faire violer. Mais il faut s'imaginer la scène dans sa tête. Non. C'est grave. Est-ce qu'ils ont retrouvé son ADN ou est-ce qu'il s'est protégé ce jour-là? Est-ce que tu as des réponses là-dessus? S'il a mis de la javel partout, c'est que probablement pas. Et l'ADN, il y a une enquête de police en cours, donc je pourrais pas répondre à cette question à ce jour. Une enquête de police, parce que tu as porté plainte évidemment assez rapidement. Tu penses que voilà, ce drame aurait pu être évité? Au mois de juin, j'avais reçu des signes avant-coureurs d'une extorsion de fonds, de menaces, de chantage par email. Je ne sais pas si ces deux affaires sont liées. J'étais pas allée à la police, mais j'avais fait un appel alarmant sur les réseaux sociaux qui disait que j'étais en danger. Et au final, je me suis pas trompée.
Tu penses qu'il s'agit de la même personne ou du même groupe de personnes? Je trouve que c'est bizarre quand même de recevoir des signaux avant-coureurs de chantage, d'extorsion de fonds avant mon agression, Quelques jours avant à peine, 2 semaines avant. 2 semaines avant. Donc, D'extorsion, tu les reçois comment ça? C'est par email, sur mon email par professionnel. email. Ça dit quoi en gros? Ben, en gros, que menace de mort si je remets pas la somme de temps, que si je répondais pas, ils allaient balancer des vidéos et des photos de moi que je vendais sur Mime à l'époque, des trucs de chantage. Auquel tu n'as pas répondu. J'ai pas répondu. Tu regrettes de ne pas être allé voir la police? Ça se trouve, la police, ils auraient pris la plainte et puis ils m'auraient pas mis sur surveillance. Je pense qu'il serait plus sage d'aller voir la police quand tu reçois des messages aussi Je menaçants, suis d'accord. avec des menaces caractérisées. Je dis pas que ça aurait empêché, mais en tout cas, peut-être c'était un garde-fou supplémentaire pour éviter que ça se passe. Ce que tu racontes là, c'est d'une violence extrême, et c'est une violence que tu as déjà vécue. Une voisine dont tu as découvert elle te suivait sur les réseaux, avec qui il y a eu aussi des faits de violence, quoi. Effectivement, c'était un matin, très tôt, très très tôt. Je rentre dans ma résidence et elle sortait. Sauf qu'elle voulait que je fasse marche arrière, mais moi je pouvais pas, j'avais 4 voitures derrière moi. Et en fait, ça part vite, très très vite en cacahuète parce qu'elle me dit non, je me lève pas. Donc elle commence un peu ah ben, c'est Marseille quoi, hein. Plus on en fait, plus on est fort, plus on se montre, plus on a le dernier mot, mieux c'est. Elle veut pas, elle commence à m'insulter de tout. Elle me dit ah bah c'est toi, t'es Soraya Rifi. J'ai dit oui, c'est moi. Donc tu peux te lever s'il te plaît, j'ai une urgence, j'ai un patient, il est 7h30 du matin, ma tournée, je l'ai pas commencée, il faut que j'accélère quoi. Elle voulait pas. Donc je suis sortie de la voiture parce qu'elle a commencé à me menacer comme une tarée, à m'insulter de tout. Donc j'ai pris en photo et en vidéo sa plaque d'immatriculation. Donc je me suis approchée de la voiture et en fait c'est l'erreur que j'ai faite parce qu'au moment où je me filmais, elle m'a arraché le téléphone et elle m'a mis le premier coup de poing dans le nez. Dans le nez et en fait, j'ai pas anticipé parce que moi j'étais dans l'optique de partir travailler et de faire vite, pas de me battre. Ouais. Et en fait, elle m'a roué de coups. En fait, comme elle m'a frappé également dans le nez, donc encore une fois, j'ai baissé ma tête vers le bas et j'aurais jamais dû faire ça. En fait, quand on se prend un coup dans le nez, il faut pas baisser sa tête vers le bas parce que du coup, on est en position de faiblesse. Après, tu t'es aperçu que cette femme, cette voisine, était une hater de ta communauté. En allant déposer plainte au commissariat, donc je donne la plaque d'immatriculation à l'officier de police. On regarde rapidement, il me donne son nom et son prénom, et moi j'ai le réflexe d'aller voir sur Instagram qui est cette dame. C'était une abonnée. Je crois qu'elle a eu un peu de sursis parce que du coup elle a menti à la police, donc elle a fait des fausses déclarations, des diffamations, tout ça. Tu parles, je crois, d'un acharnement de certains. Tu constates que beaucoup de tes détracteurs ne te connaissent pas. Ils projettent sur toi une image, celle d'une femme, qui est apprêtée, exposée, réduite à ses photos et à ses images, et à une apparence. Comment t'expliques qu'il y ait tant de haine et tant ça déchaîne comme ça les passions? Quand on voit qu'il y a énormément, donc une masse de groupes qui dirigent l'opinion du groupe, eh bien on va adhérer à ce groupe. Il y a certaines personnes, pour se sentir fort, valorisées, ils vont venir dénigrer une personne. Et moi, c'est ce qui se passe sur mes réseaux. On ne me connaît pas, mais on me dénigre. Mais en fait, ça va très très loin. Parce qu'encore hier, j'ai reçu des menaces de mort en me disant « J'espère que tu vas mourir dans de atroces circonstances et dans de douleurs extrêmes ». Donc, j'ai fait des signalements, parce que sur Internet, maintenant, on peut tout signaler sur pharos.gouv. Donc, je signale tout ce genre de comportement malsain sur les réseaux. Ça, c'est bon à savoir. Donc, sur pharos.gouv, dès que tu reçois des messages alors, je signale. D'insultes, de menaces, etc. Des menaces de mort. Tu peux aller signaler et il se passe quoi? Il se passe qu'en fait, il y a une enquête de police. Donc, les personnes sont convoquées et ont une amende. Donc aujourd'hui, sur Pharos, on peut signaler en déposant plainte, bien évidemment, dessus et en se rendant au commissariat, sur des personnes ayant un caractère haineux sur les réseaux, incitant à la mort, au suicide et à plein d'autres choses, incitation à la haine. Et ces gens-là sont condamnés aujourd'hui. Donc c'est important de le savoir. En fait, l'habit ne fait pas le moine. Et en fait, moi, on me juge surtout à ma plastique, mais pas ce que je représente sur les réseaux. Aujourd'hui, on est resté bloqué à l'image que je donnais avant. Mais hormis cette image, derrière une plastique, j'ai quand même un cerveau, je suis quelqu'un qui a fait des études, j'ai des amis, j'ai une famille, je ne suis pas robotisée, j'ai des émotions comme tout le monde. Effectivement, le cyberharcèlement me touche énormément. Elle touche mon physique, elle touche mon aspect mental, notamment en ce moment où ça ne va pas du tout psychologiquement parlant. Et quand je reçois des messages
de fous malades et qui me disent « j'espère que tu vas mourir, que tu vas te suicider » ou « elle n'est pas encore morte, celle-là, le 4 juillet, ça ne l'a pas tuée, elle aurait dû mourir », je ne peux pas accepter ce genre de choses. Ce sont des menaces gravissimes C'est très et grave. qui sont punies par la loi. On peut même faire de la prison aujourd'hui pour ce type de propos, de cyberharcèlement, d'insultes, de menaces de mort, etc. C'est très grave. Un influenceur sur 4 se dit être aujourd'hui la cible de haters. C'est quand même beaucoup, hein, 1 sur 4. Et 84% des victimes de cyberharcèlement sont des femmes, bien sûr. Et une femme a 27 fois plus de chances qu'un homme de subir des violences en ligne. 27 fois plus. Donc c'est du sexisme caractérisé. Alors si on parle de chiffres, moi sur 1 million de followers, j'ai 800 000 haters. Je bloque 600 personnes par jour, entre 400 et 600 personnes par jour, c'est énorme. Je D'accord. passe ma vie à bloquer des gens. Donc ils sont abonnés, ces gens-là, mais c'est pour se défouler, quoi. C'est ça, et ils s'abonnent avec d'autres comptes et ils commentent avec d'autres comptes. Alors, on n'est même pas 1 an après les faits. Aujourd'hui, tu l'as dit aussi, ça va pas si bien que ça. Tu es en phase de reconstruction, mais tu souffres d'insomnie, d'hypervigilance. Tu fais attention à tout et tu as peur, j'imagine, que ça recommence. Et plus globalement, de troubles anxieux, c'est ça? C'est ça. En fait, je suis sous traitement actuellement. Mentalement, ça va pas du tout, donc ça me permet pas de travailler normalement, en tout cas comme avant. Comme je l'ai dit aussi, j'ai souffert aussi de troubles de la mémoire, d'oubli récurrent, des difficultés de concentration, d'analyse des informations dans une discussion avec quelqu'un et plein d'autres choses. J'ai même perdu mon travail chez Samzira à cause de ça, parce que je ne mémorisais plus mes chroniques, je n'arrivais plus à analyser, à tirer les bonnes informations, à argumenter, à faire ma propre chronique, et c'est devenu très compliqué, donc du coup on a mis en stand-by le contrat. Je devais me soigner, je devais avancer, je devais me reconstruire, et j'ai pas pris le temps de le faire. Pourtant là, ça fait presque 1h30 qu'on parle. Ton discours est très construit, tes mots sont très fluides, tu as l'air d'avoir la tête sur les épaules, tu as l'air d'avoir du recul. C'est que ça va mieux quand même. Bah oui et non, ça va pas mieux, mais j'ai beaucoup travaillé pour récupérer ma mémoire, pour pouvoir discuter avec toi, comme je le fais maintenant, Ouais. Jean-Charles, parce que je pouvais pas le faire il y a quelques mois avant. Je comprenais rien dans ce qu'on me disait, donc l'information elle montait pas là-haut, ça se faisait pas. C'était comme si mes fusibles ils étaient grillés, les canaux électriques et les récepteurs n'arrivaient pas à faire le lien des informations. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai repris mes cours de fac. J'ai travaillé d'arrache-pied. J'ai revu toute ma pharmaco. J'ai revu tous mes cas cliniques. J'ai tout revu. Mes cours de 3 ans, je les ai revus en 8 mois. Quoi faire? Parce que j'avais peur de plus être une bonne professionnelle de santé. Est-ce que tu veux continuer à être Bien infirmière libérale, à faire ton métier? Mais c'est surtout que j'ai une conscience professionnelle, donc je n'ai pas droit à l'erreur. Je suis professionnelle de santé. Une erreur peut me coûter la vie d'un patient et mon diplôme. Je n'ai pas envie de faire cette erreur-là. Et j'espère aujourd'hui reprendre le travail comme il se doit. Parce que c'est pas encore le cas. Non, je travaille, mais pas rapidement, quoi. Je fais des petites vacations. Ouais. Et je dépanne des collègues. C'est vraiment ton projet de recommencer à faire ton travail. Bah oui. Tu continues aussi ton activité d'influenceuse. Oui, je fais les deux. Tu fais les deux. Et en même temps, j'écris mon livre. Donc ça a été très très mouvementé ces 8 derniers mois. Tu te sens comment là, maintenant? Je respire un peu. Depuis combien de temps? Je suis aérée. Depuis pas longtemps, depuis que j'ai terminé mon livre, depuis que j'ai quand même repris un peu toute ma culture G, que ça va un peu mieux mentalement, mais ça va pas du tout. Mais voilà, Ça veut dire quoi, ça va pas du tout quand tu dis ça veut dire va pas que du tout? je suis dans le début de ma reconstruction. Donc je suis peut-être moins dans la phase dépressive, je suis plus dans la phase se reconstruire, avancer, évoluer et vivre avec. Il faut que la cicatrice, elle se referme. Tu te refais le film en permanence? Tu as des images qui te viennent tout le temps? C'est comment? Ah non, mais les images, elles sont omniprésentes. Quand je dors, quand je suis dans le métro, quand j'écoute la musique, quand je fais ma salle de sport, que je fais ma séance, je revois plein d'images, j'ai plein de flashbacks. Je pense que ça restera jusqu'à ce que j'obtienne gain de cause, jusqu'à ce qu'ils les attrapent. D'accord. Et là, j'aurai une satisfaction personnelle qui me permettra justement de me déconnecter de cette situation.
t'es jamais seul aujourd'hui. Tu as toujours quelqu'un qui t'accompagne partout où tu vas. Exactement, j'ai toujours quelqu'un avec moi, même si on ne le voit pas. C'est mon bras droit. C'est quelqu'un de costaud. C'est mon cousin. C'est Il est ton tout le cousin. temps avec moi. Nous, ce qu'on te souhaite ici, toute l'équipe de Mon Incroyable Histoire, c'est que ça aille vite, cette reconstruction, c'est que qu'il y ait de moins en moins d'images, que tu puisses retrouver une vie normale, que tu n'aies plus besoin de ton cousin pour te protéger, que tu sois libre de tes mouvements, que tu fasses ton métier, tes deux métiers. Tu trouveras pas le respect de tous parce qu'il y a toujours Non, ça, c'est sûr. des gens pour être irrespectueux, immatures et quelque part violents. Et moi, je tiens à te remercier de ta présence parce que je trouve que tu es quelqu'un de singulier. Tu as du vocabulaire, tu as du savoir, des connaissances. Tu ne parles pas pour ne rien dire. Et C'est gentil. je te remercie parce que tu viens parler d'une histoire qui est très dure, qui est très choquante, qui est en plus très fraîche. Je veux dire, ça fait pas 10 ans que c'est arrivé. Et tu te livres, j'ai l'impression, en toute transparence. Donc merci pour ta confiance. Ça me touche. Merci beaucoup Jean-Charles pour cet accueil et pour l'impression que je t'ai fait, parce que ça me fait plaisir d'entendre autre chose qu'une simple plastique. Et voilà. Et j'étais ravie également d'avoir livré mon témoignage, de porter ma voix à toutes ces victimes. Et j'espère qu'ils pourront s'identifier à mon vécu et que je pourrai leur apporter tout mon soutien. Merci beaucoup, Soraya. De rien.